messieurs, sans formalité excessive qui sont parfois celles du protocole universitaire, mesdames et messieurs d'abord, qui ont été réunis par mon collègue et ami, le professeur Lanfray, Jean-Pierre Lanfray, merci d'avoir répondu à son invitation et d'être là ce soir. Alors bien entendu, je pourrais me contenter de 2 mots et de dire vous êtes à l'université Paul Cézanne, dans un amphithéâtre où on y enseigne d'abord le droit. Par rapport à votre thème, il y a un petit rapport, et m'arrêter là. Mais je ne sais pas le faire, je suis toujours un peu bavard. Et puis deuxièmement, j'ai voulu évidemment vous accueillir plus substantiellement, parce que je crois que c'est un honneur pour l'université, qui est un lieu d'élaboration des connaissances et de transmission du savoir et d'enseignement, que de pouvoir accueillir, pas toujours organiser des colloques, mais accueillir des débats. Parce que l'université est un lieu de pluralité, de diversité, de démocratie, et qu'ici, on va justement avoir, sans doute, un débat démocratique. Et puis l'université aime la polémique, la critique, la controverse, donc tout y est, en quelque sorte. Voilà ce qu'était au départ, évidemment, mon accueil. Alors, j'ai bien lu le titre de votre conférence débat et surtout son contenu et son jeu de mots. Et donc j'ai bien compris, effectivement, qu'il allait s'agir ce soir de la démocratie, de notre démocratie, en particulier la démocratie française, et d'un nouveau principe apparu depuis quelques années, mais assez récemment dans notre paysage mental, juridique, philosophique, politique, la précaution ou le principe de précaution. Alors j'ai bien lu et je voudrais, peut-être humblement, je suis juriste de formation et historien, vous dire quelques mots avant de vous laisser parler, mais de rester avec vous, à vous écouter très sagement pendant le débat qui va suivre. Je dirais, je peux me tromper en historien des institutions, que l'origine du concept renouvelé de prudence et de précaution est liée sans doute à l'épuisement, si ce n'est de la notion de progrès, parce que ça ne serait pas exact, de la positivité de la notion de progrès héritée des Lumières, de la conscience dramatique qui s'en est suivie dès le XIXe siècle et plus près de nous, après, du potentiel destructeur de la science et de la technologie, qui est à la fois un élément d'émancipation et évidemment un élément de questionnement. Donc c'est sans doute là un élément important, et avec l'idée que science et technique ne travaillent plus uniquement au développement du bonheur humain, qu'il peut y avoir derrière des menaces concernant notre monde, je préfère ce mot au terme de planète, vous le comprendrez. Une seconde caractéristique, je crois, de la prudence moderne, c'est lié au processus, je dirais, justement, d'institutionnalisation, de juridicisation de la prudence, qui s'est inscrit dans des politiques publiques, vous allez sans doute en parler, de l'État et de l'administration, avec l'idée qu'on doit ou qu'on pourrait, ce qui n'est jamais facile, intégrer un principe d'anticipation dans l'action publique. En France, on sait plutôt guérir que prévenir, très souvent, de manière générale. Et donc, ici, il y a un élément qualitatif important. Et enfin, la politique de précaution pourrait devenir un principe de gouvernement, qui repose sur l'idée que désormais, la confiance, le pacte commun dans une société est fondé sur la capacité du pouvoir à indexer son action et sa responsabilité sur parfois une abstention d'agir. C'est ce que vous voulez nous dire, tant que demeure incertitude et risques qui sont liés, évidemment, à cette responsabilité et à cette action. Et donc, la logique de précaution devient alors une condition d'acceptabilité sociale du risque, qui est une question, je crois, essentielle pour notre société, conscience du risque, mais comment accepter et intégrer collectivement le risque de manière générale. Alors, qui décide ? Ça, vous le savez, est-ce que c'est le politique, l'élu ? Est-ce que c'est le citoyen, les citoyens ? Est-ce que c'est le chef d'entreprise là où il est ? Est-ce que c'est le scientifique expert ? Vous savez bien que c'est une question qui reste ouverte. Alors, je veux terminer vraiment sur
petit peu d'humour, parce que sinon c'est solennel. Il pourrait quand même y avoir des excès de précaution, hein, bien entendu. Le probable est effrayant, l'imprévisible, il est difficilement définissable. Ce qui est sûr et certain est rare. La mort est sûre et certaine pour chacun d'entre nous. Vous voyez, si on va jusqu'au bout, on a inventé l'avion, et avec l'avion, les accidents d'avion. Hein, ça, obligatoirement. Donc, bien entendu que vivre tue. C'est une vérité biologique, mais pas que biologique. Quand on vit vraiment... voilà, on ne s'épargne pas, on va le dire comme cela pour que vous compreniez. Alors, vous savez qu'il y a un proverbe naïf, 2 précautions valent mieux qu'une. Hein. Alors, la ceinture et les bretelles à la fois pour que tout tienne. Hein. Vous voyez bien sûr les excès du principe de précaution. Alors, bien entendu, en matière de sentiments, nous savons tous qu'il y a parfois des précautions inutiles. Hein, on le sait bien. Et alors, je termine sur... j'ai amené son ouvrage, là, qui est un peu vieux couperne, de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social. Mais je vais citer à la fin le contrat social, mais je vais citer un livre beaucoup plus intéressant, La Nouvelle Héloïse. Et dans La Nouvelle Héloïse, Rousseau nous dit que la sagesse, on revient à la sagesse, ne consiste pas à prendre indifféremment toutes sortes de précautions, mais à choisir celles qui sont utiles et à négliger les superflus. Et puis pour terminer, vous le savez, pour Rousseau, je termine vraiment là-dessus, mais enfin, je fais semblant de chercher, mais vous connaissez cette phrase. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Donc nous sommes des hommes et nous serons toujours en recherche de démocratie qui ne se termine jamais et dont le principe de précaution devient un élément important. Voilà ce que je voulais dire. J'ai été un peu long. Les universitaires sont toujours bavards puisqu'ils restent des éternels étudiants. Merci. Mesdames, Messieurs, il me revient la lourde responsabilité de vous présenter la soirée après le président Marc Pénas. Ça va être difficile, mais vous savez, je suis un homme de longue haleine. Donc, je n'ai évidemment pas la sagesse des brillants philosophes qui ont eu la gentillesse de répondre à notre invitation. Vous connaissez les frimas, ça a été difficile. Ni la raison scientifique de l'ingénieur, ni la connaissance acérée d'un scolarque, ni la puissance rhétorique du juriste. J'avancerai donc comme l'héritier de Figaro, et vous savez que les chirurgiens sont les héritiers des barbiers, et je taillerai au scalpel pour commencer à dégrossir la pierre brute. Le XXe siècle fut un moment assez remarquable au sens premier du terme. Notre agir acquit la puissance en acte de détruire toute vie sur la Terre, soit de façon volontaire, ce fut la guerre nucléaire et le risque de guerre nucléaire, soit plus insidieusement par la quotidienneté de nos actes, qui ne prenaient pas assez en compte la finitude des ressources. Les siècles précédents avaient été riches en tueries, meurtres, autodafés, génocides ou autres gracieusetés, mais ils ne concernaient que leur présent. On maudissait le futur de notre prochain, mais somme toute, on ne pouvait ni guère le préjuger ni le corrompre. Des philosophes, après la Seconde Guerre mondiale, mirent assez vite en lumière cette question, j'oserais dire définitive, de la guerre nucléaire, et son caractère inédit dans l'histoire de l'humanité. Cependant, ce n'est que récemment que la pensée de la finitude, liée à nos choix et nos gestes quotidiens, en clair d'une vie banale en hémisphère nord, encore faut-il le préciser, ne fut abordée. Cette question de notre agir fait ressurgir en nous, et je pense de façon très claire, la notion de la mesure et de notre héritage grec. Je pense que nous ne pouvons pas passer à côté. Alors, comme tout bon médecin, je suis un conteur, je raconte des histoires. Je vais vous proposer une petite histoire que vous connaissez déjà. Après que Zeus eut remporté la guerre des dieux, tout allait très bien. Il avait donné à chaque dieu sa mesure, sa juste mesure, et l'harmonie régnait. L'harmonie régnait, mais les dieux s'ennuyaient. Zeus décida donc de créer la vie et les mortels. Les dieux prennent de la glaise, ils font des figurines, des archétypes, et confient aux deux fils de Japheth, Épiméthée et Prométhée, de créer la vie bien sûr animale, mais nous-mêmes, les hommes, à partir de ces figurines. Un tout petit mot d'étymologie, Épiméthée, c'est celui qui pense après avoir agi, et Prométhée, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on dirait un crétin intelligent. Enfin, voilà. Épiméthée, tout près de son enthousiasme, demande à commencer le premier. Prométhée, un peu inquiet,
le laisse faire quand même, et Épiméthée s'y met. Et il nous fait un travail merveilleux. Il construit les animaux, il crée ce qu'aujourd'hui on dirait une écosphère, une biosphère parfaite, en permettant à tous les animaux et l'ensemble de coexister ensemble. Vous savez, la fameuse idée, le lapin court très vite pour éviter le prédateur. Mais dans tout ça, Épiméthée a oublié les hommes. Il ne nous a pas équipés. Donc nous voici nus, sans carapace, sans griffes, ne courant pas vite, pas fort, à la merci de toutes les autres espèces. Il n'y avait plus rien à donner aux humains. C'était quelque part l'être, les animaux et le néant, nous. Prométhée, dans cette situation, en proie à l'embarras. Il décide un geste fou, il dérobe à Héphaïstos et à Athéna le feu et les arts pris au sens bien sûr des techniques. Il nous offre donc la possibilité de devenir l'égal des dieux, ce dont nous ouvre la possibilité d'être créateurs, c'est la civilisation, et de nous inventer, de créer une histoire. Nous pouvons donc sortir de l'archétype, vous savez, de la figurine. Vous comprenez aussi donc la fureur de Zeus, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que la liberté de rompre un fameux équilibre et de nous en prendre au cosmos. En clair, le péché d'hubris, la démesure. L'homme peut donc menacer l'ordre du monde. Il est la seule espèce à pouvoir détruire la planète, comme le dit l'expression contemporaine. La colère de Zeus est donc à la hauteur de ce péché. Il enchaîne Prométhée à un rocher, un aigle vient lui dévorer le foie tous les jours et la nuit il repousse, une horreur. Il est d'ailleurs assez amusant de repérer que c'est Héraclès qui libéra Prométhée. Et vous savez quoi, mesdames, la colère de Zeus, ne pouvant se déjuger, il obligea le pauvre Prométhée à porter un anneau de fer, symbole de sa chaîne, avec une petite pierre au bout. C'est l'ancêtre de vos bagues, diamants. Serait-ce le fruit de la démesure? Je ne sais. Vous voyez donc, pour revenir sérieux, que ce sens de la démesure est inhérent à notre espèce. Il est l'envers, en quelque sorte, de notre liberté. Remettre cette question à l'ordre du jour est donc, semble-t-il, une nécessité, compte tenu de la puissance de nos arts et de notre feu. Le principe de précaution peut apparaître donc particulièrement pertinent. Il rétablit une mesure dans notre démesure et il nous évite d'être Épiméthée. Mais qu'en est-il? Est-ce qu'on connaît vraiment le texte? Il est temps de le préciser. Comme l'a précisé le président Pénasse, c'est dans la loi Barnier de 1995, puis définie dans la Charte de l'environnement annexée à la Constitution en 2005, qu'il affirme que l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption par les autorités publiques de mesures provisoires et proportionnées pour éviter un risque de dommages graves et ou irréversibles à l'environnement. Vous voyez, il n'est pas invocable pour prendre le parapluie quand il pleut, c'est pas très grave. Pas pour les marées noires, c'est grave, irréversible, on n'a pas de doute sur les conséquences et comment ça marche. Un peu de vocabulaire à présent. Prévision, prévention, précaution. Vous sentez bien que l'amalgame est vrai. Ces trois termes, comme le président l'a rappelé, sont dérivés de la prudence chère à Aristote. La prévision, c'est la démarche scientifique adaptée dans l'univers certain, où l'ensemble des causalités et conséquences sont appréhendées de façon intelligible. En clair, c'est une prévision simple de penser que si vous sortez sans parapluie et qu'il pleut, que vous allez être mouillé. L'univers est certain. Dans un univers aléatoire, la vertu prend par la forme de la prévention, appuyée sur l'analyse du risque des probabilités. Une étude statistique. Je vous prends un exemple, la ceinture de sécurité. Le pourcentage de risque est chiffré et donc la prévention routière vous conseille, et voire même la loi, vous impose de la porter. La précaution, par contre, c'est l'attitude devant une incertitude de conséquences de nos actions. Il s'agit quelque part d'une éthique de la responsabilité. Cette précaution est un mode d'emploi, un garde-fou en situation d'incertitude devant un dommage grave et irréversible. Il n'est pas question de lui demander de supprimer le risque, c'est une chose impossible d'ailleurs, mais de le mesurer à l'aune de la gravité et de l'irréversibilité. Interdire de se promener sous un cocotier n'est pas une mesure issue du principe de précaution, mais d'une société procédurière. Depuis 2005, que de cris, que d'invocations, que de combats. Entre ceux qui le combattent, puisqu'en effet le principe de précaution bloquerait à lui tout seul la croissance de notre économie, la créativité, l'audace de nos entrepreneurs, serait un frein au progrès scientifique et humain, deviendrait un outil de régression pour notre société si parfaite. Allons, tout ceci n'est pas complètement crédible. Peut-être aurions-nous déjà fait le choix d'être Épiméthée. D'autres le brandissent comme une justification à une nouvelle théologie de la peur.
Auparavant, nous devions vivre dans la douleur, en attente d'un paradis hypothétique, avec la crainte, une peur au ventre de l'enfer. Maintenant, on nous promet la même vallée de larmes, au nom d'une catastrophe lointaine, comme la destruction de l'humanité ou de la perte d'une vie authentiquement humaine pour les générations futures. Là, je m'arrête 2 secondes. Une vie authentiquement humaine pour les générations futures. Pour les gens qui vont mourir de froid ce soir, à Paris ou je ne sais pas quoi, c'est quoi une vie authentiquement humaine? Peut-on leur définir un peu? Ce méli-mélo d'invocations ferait sourire, s'il n'était le déguisement pour certains pour entrer dans un processus non démocratique de domination. Une mise en minorité sous la transcendance de la peur, une tyrannie de l'avenir pour ne pas voir et agir dans le présent si douloureux. Peut-on faire reposer un humanisme sur une éthique de la peur? Vous voyez, il est urgent de penser entre ceux qui réclament un état d'urgence et ceux qui accélèrent les yeux bandés. Parce que nous ne l'aurons pas, ces quelques lignes de notre Constitution sont un enjeu démocratique fort. Puisque nous parlons de risque, qui décide s'il est acceptable? Vous, moi, un expert, nos représentants. Et s'il y a une table où on négocie le risque, je veux y participer, parce que c'est quand même moi, in fine, qui le prendrai. La question de la démocratie se pose. Qui représente nos enfants et petits-enfants dans nos institutions? De qui sera forcément leur présent? Est-ce souhaitable et possible? Doit-on rajouter de l'institution à des institutions déjà à bien égards si lourdes? Comment faire? C'est une vraie question, une vraie difficulté. Comment amorcer une vraie démocratie délibérative permettant d'associer au présent tous les citoyens aux enjeux de demain? Et si la démocratie s'intitulait, comme un auteur qui m'est cher, Claude Lefort, s'affirmait dans la dissolution des repères et des certitudes pour écrire ensemble un présent et un avenir, comment créer cet espace non violent de gestion des conflits liés à des aspirations contraires? Cette nouvelle démarche s'inscrit-elle dans le champ du politique ou dans le champ de l'éthique? Que de questions je vous laisse ce soir. Je laisse à nos intervenants, bien sûr, à tous ce chantier ouvert. Je suis sûr quand même que nous pourrons aller ensemble vers cette recherche inquiète de la liberté, en ayant à l'esprit ce que la pensée aiguë de Camus nous rappelait. La vraie folie de la démesure meurt ou crée sa propre mesure. Bonne soirée à tous. Ruth Gazi, je vais vous passer la parole et vous allez donc nous orchestrer nos amis philosophes invités. Merci de votre présence et bien sûr, je ne vous présente pas parce que je pense que parmi le public qui est avec nous ce soir, je crois que le mot culture et l'immensité de la profondeur de ce que nous offre depuis de très nombreuses années France Culture est connu de tous. Merci. Merci de votre présence.